Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Bienvenue sur France Info. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, va recevoir tout à l'heure la famille de Cédric Chouviat. C'est ce livreur qui est mort par asphyxie quelques heures après avoir été arrêté lors d'un contrôle routier à Paris. Je vous propose d'écouter tout d'abord ce que disait sa veuve ce matin. C'était sur l'antenne de France Info. Ah non, aucun. Il suffit d'être dénoué d'un minimum de raison et de faire preuve de bon sens. Et les vidéos parlent d'elles-mêmes, ainsi que les témoignages et le rapport de police. Et j'ai même envie de vous dire, pour moi, il est mort sur le coup avec l'hémorragie qu'il a dû faire après la fracture du larynx. Il est mort, il a dû mourir vraiment sur le coup. Aucun doute, dit sa veuve, sur le fait qu'il a été victime d'une bavure policière. Et vous ? Écoutez, les images parlent d'elles-mêmes. D'abord, il y a le devoir comment dirais-je, d'affection et de gestes d'affection à faire envers cette famille, parce que là, vous parlez de, effectivement, sa femme qui a témoigné sur votre antenne, mais Cédric Chouviat, il laisse 5 enfants, orphelins également. Ce livreur, on a vu ces images du contrôle qui a mal tourné. Il a subi, en quelque sorte, une des techniques de neutralisation, qui est un plaquage ventral. D'ailleurs, il y a eu quelques précédents. Il y a beaucoup de pays qui ont mis en cause cette technique. On se souvient du précédent, par exemple, d'Adama Traoré, dont d'ailleurs les circonstances sont à peu près les mêmes. Nous avions à l'Assemblée nationale, avec le groupe France Insoumise, indiqué et déposé une proposition de résolution pour que cette technique, précisément mise en cause par des médecins de plaquage ventral, là on voit en l'occurrence une fracture du larynx, soit interdite, de la même manière que l'usage de certaines armes que l'on voit être utilisées parfois à très mauvais escient dans les conflits en cours. Vous allez réclamer à nouveau l'interdiction de cette technique controversée ? Oui, bien sûr. Vous savez, je crois que au-delà même des techniques qui peuvent être controversées et qui peuvent effectivement aboutir à ce genre de drame et donc qui doivent être mises en cause. D'ailleurs, je vous le dis, des médecins les mettent en cause. Ça, c'est pour l'aspect, disons, technique de la question. Pour le reste et pour l'aspect plus politique, moi, je profite de l'occasion pour rappeler que dans police républicaine, il y a républicaine. Et je crois que sur ce point, nous avons un véritable problème sur la doctrine employée. En disant cela, je ne veux absolument pas donner l'impression de nier, d'une quelconque façon que ce soit, les difficultés que rencontrent les policiers, les gendarmes sur le terrain, leurs conditions de travail qui sont aussi largement dégradées et qui finalement ne font pas exception à la règle du délitement de l'État républicain qui est en cours. Mais vous dites qu'à vos yeux, aujourd'hui, la police n'est plus républicaine, Adrien Quatennens ? En tout cas, je crois que de plus en plus, malheureusement, dans les rangs de la police, ça peut se vérifier et que c'est un problème. Voilà. Par les consignes qu'elle reçoit, bien évidemment. D'ailleurs, faut dire une chose, c'est que les fonctionnaires de police, les agents, en quelque sorte, reçoivent des consignes. Et donc, c'est bien leur donneur d'ordre qu'il faut mettre en cause. Et de ce point de vue, Monsieur Castaner, si on considère également le traitement et la répression du mouvement social des Gilets jaunes, est à mettre en cause depuis très longtemps et aurait dû déjà partir, de la même manière que le préfet de police de Paris, Monsieur Didier Lallemand, quand on voit ce qui se passe dans les manifestations. Très franchement, quand vous manifestez pacifiquement, quand vous avez le pacifisme chevillé au corps, je pense à ce gilet jaune valenciennois, Manu, vous vous en souvenez, qui était monté à Paris pour les manifestations anniversaires des Gilets jaunes, que j'ai eu au téléphone après ce qui lui est arrivé, qui me dit « Moi, j'ai fait toutes les manifestations en étant pacifique. Je suis arrivé ce jour-là, j'ai eu le sentiment d'être envoyé dans un guet-apens. » Et vous vous souvenez de ces images où il a pris un tir d'une grenade lacrymogène, un tir tendu, en plein visage, et il a perdu l'usage de son œil comme tant d'autres avant lui. Un policier est mort il y a quelques heures près de Lyon, après avoir été renversé par un fourgon pendant une interpellation. Un autre a été poignardé, il a passé plusieurs heures entre la vie et la mort à Marseille. Une policière s'est suicidée hier J'ai commencé par vous dire. Est-ce que vous entendez aussi, bien sûr, mais l'épuisement qu'il peut y avoir dans cette profession ? Vous savez, moi je veux pas. Ça n'explique rien, contrairement évidemment, sans que ça ne justifie rien. Contrairement au préfet Lallemand, qui, vous en souvenez, quand il a été interpellé par une dame au lendemain justement de ce qui s'était passé lors de l'anniversaire des Gilets jaunes, avait dit « Vous n'êtes pas dans mon camp. Préfet, madame, vous n'êtes pas dans le même camp. » Ça veut dire qu'un personnage qui en quelque sorte personnifie l'État républicain se vit comme étant dans un camp adverse à une partie de la population. Moi, contrairement à lui, je vais vous dire, je ne fais pas de camp. Et je ne fais pas non plus de camp entre les policiers républicains et la population. Et donc, je vous dis effectivement que, bien évidemment, il y a les conditions de travail difficiles. Évidemment, il y a toutes les difficultés que vous avez citées, ce décès dans la police, les suicides. Et d'ailleurs, vous savez, il y a un syndicat, je termine juste là-dessus, il y a un syndicat de police qui a un peu pris la France Insoumise en grippe, vous savez, et qui nous a, parce que c'est un peu facile à le faire, insulté et traité d'anti-flics. Voyez-vous, quel syndicat ? Je crois que c'est le syndicat Alliance de mémoire. Nous sommes tellement anti-flics que nous avons proposé d'en recruter 15 000 de plus. Nous sommes tellement anti-flics que nous avons été les premiers à proposer que les millions d'heures supplémentaires les millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées le soir et que les commissariats soient remis en état. Donc si vous voulez, moi j'appelle simplement de mes vœux à ce qu'on redonne du corps politique à ce qu'est la police républicaine. Je préfère le terme de gardien de la paix. Justement, vous mettez en cause les consignes venues d'en haut,
Vous dites que Christophe Castaner aurait dû, c'est ce que vous venez de dire, quitter son poste depuis longtemps. Évidemment. Hier, le ministre de l'Intérieur, lors de ses vœux aux forces de police, a justement appelé les forces de l'ordre à l'exemplarité. Chaque interpellation, chaque opération, chaque journée est sensible quand on est policier. Chacune exige la même concentration, la même rigueur, la même exemplarité. C'est l'honneur de la police qui est en jeu. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser et à abaisser la police. Ça, c'est bien une définition de la police républicaine. Ça arrive très tard. Et cet appel à l'exemplarité dans la bouche de M. Castaner, moi, me fait penser que plutôt que lui réclamer l'exemplarité des fonctionnaires de police, comme responsable politique et comme ministre de l'Intérieur, ça fait longtemps que lui devrait être appelé à ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités quand il y a eu tellement d'incidents, c'est ce qu'il fait. Bien qu'on a un problème de crise. Oui, mais vous conviendrez quand même qu'il le fait très tardivement. Après une multitude d'incidents et après des mois, voire maintenant même plus d'1 an, de très mauvaise gestion de la question du maintien de l'ordre. Il y a bien un changement de ton tout de même dans les propos du ministre. Il y a un changement de ton, mais très tardif. Mais surtout, attendez une chose, c'est que quand on parle de maintien de l'ordre, il faut savoir de quel ordre on parle. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. Et par exemple, dans le conflit des Gilets jaunes, la réponse aurait dû être politique bien avant d'être une réponse policière comme on l'a vu. Vous voyez, maintenant dans le conflit des retraites, c'est pareil. À l'heure où l'on se parle, on va en parler juste après, le mouvement est toujours soutenu par une majorité de Français, mais le gouvernement, lui, plutôt que de penser convaincre les gens, il veut les vaincre en quelque sorte. Et donc on a vu ces images de manifestants matraqués, même au sol. C'est insupportable. Mais on voit aussi des manifestations, fort heureusement, se dérouler de façon extrêmement pacifique. Mais justement, que ce soit une manifestation contre l'islamophobie, par exemple, ça interroge précisément, des manifestations pour les droits des femmes. Pourquoi est-ce que la violence est parfois charriée dans ces cortèges-là, notamment en marge des cortèges des Gilets jaunes ? Ça interroge précisément la doctrine policière. Comment se fait-il que là où monsieur le préfet Lallemand est organisateur en chef des manifestations, ça se passe mal, alors que dans d'autres endroits, je pense par exemple... C'est toujours exclusivement de la faute de la préfecture de police. Mais attendez, le maintien de l'ordre, effectivement, c'est une doctrine politique, et effectivement, c'est une organisation. On doit permettre que la contestation sociale existe dans notre pays, pas la mater. Enfin, vous avez vu comme moi ces images insupportables. Il y a la contestation sociale et puis il y a la contestation violente dont certains policiers sont victimes aussi dans ces défis-là. De toute évidence, et vous savez que vous avez devant vous un interlocuteur politique qui est comme beaucoup, et d'ailleurs comme tous à la France Insoumise, attaché justement à ce que les manifestations soient pacifiques. D'abord pour la raison que je considère que c'est une des conditions de leur réussite, parce que la réussite passe par le nombre. Et le nombre nécessite que les manifestations soient pacifiques. Mais aujourd'hui, notez que quand même de plus en plus de manifestants craignent de venir manifester et ont peur de la police républicaine. C'est bien que nous avons un problème. Donc moi je pense qu'il est grand temps de réhabiliter ce terme républicain de gardien de la paix, parce qu'on parle souvent de force de l'ordre. Il s'agit encore de savoir quel ordre on veut maintenir, mais de gardien de la paix, et donc effectivement de revoir la doctrine d'usage des forces de police dans notre pays. Adrien Quatennens, député du Nord, coordinateur et numéro 2 de la France Insoumise, vous restez avec nous si vous voulez bien. On va évoquer le conflit sur les retraites dans un instant et la grève qui continue à la SNCF, 41e jour avec des taux de grévistes au plus bas depuis le début du mouvement. Vous nous direz si pour vous cette bataille-là est perdue. Et tout est plus clair. Adrien Quatennens, 4,3% de grévistes précisément hier à la SNCF pour la 40e journée de grève. Le jusqu'au-boutisme n'est pas une solution, dit ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Est-ce que la grève doit s'arrêter ? Je suis d'accord avec Bruno Le Maire, le jusqu'au-boutisme, et en particulier celui du gouvernement, n'est pas une solution. Je le disais à l'instant dans la séquence précédente, le gouvernement maintenant s'emploie à vaincre les grévistes plutôt que de convaincre les Français. Il a choisi la stratégie du pourrissement parce qu'il sait bien que la grève c'est difficile, et d'abord pour ceux qui la font, je vous demande de l'entendre, qui perdent du salaire, et quand on a des petites payes et qu'on revient à la maison avec une fiche de paye qui est à 0, effectivement c'est difficile. Donc c'est un appel aussi au renfort, à l'élargissement du mouvement en quelque sorte. Je dis aux Français qui nous écoutent, encore bien évidemment, parce que je sais une chose, c'est que le gouvernement pense que le temps joue en sa faveur dans la mesure où il sait très bien que la grève c'est dur, c'est-à-dire qu'il choisit d'écraser en quelque sorte les grévistes parce qu'il connaît la dureté de la situation. Mais pour autant, là où le temps ne joue pas en la faveur du gouvernement, c'est que pendant que ce temps passe, les gens se renseignent, on vit un moment d'ébullition démocratique autour de la question des retraites, les gens se passionnent et s'intéressent, j'y viens, sur une question qui est extrêmement technique. Je souhaite que la grève s'étende parce que la grève est finalement l'un des moyens essentiels du rapport de force. Vous savez, on a beaucoup entendu de critiques sur la grève, mais il faut rappeler que dans ce pays, la grève, c'est aussi notre grande histoire sociale. Je pense que vous êtes peut-être heureux de pouvoir profiter de congés payés, comme beaucoup des Français qui en bénéficient. Ça a été le fruit notamment de grèves importantes. Mais personne ne se lève d'enthousiasme le matin en disant « Tiens, super,
on va aller faire la grève. Je vous le dis tout de suite, ceux qui la font préféraient ne pas avoir à la faire. En attendant, je suis sûr d'une chose. Compte tenu de ce qu'est le projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron, grévistes comme non-grévistes ont un intérêt, c'est que cette réforme soit retirée. Précisément, ce mouvement de grève qui dure maintenant depuis 41 jours et le mécontentement à l'endroit de cette réforme a déjà obtenu un recul du gouvernement sur la question de l'âge pivot, qui a été retiré du projet de loi. Non. Recul dont certains syndicats, dont la CFDT par exemple, se sont félicités. Il n'y a aucun recul, aucun compromis sur l'âge pivot. Et comme depuis quelque temps maintenant il y a cette petite propagande, je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous expliquer en quoi le gouvernement ne bouge pas d'un iota. Souvenez-vous qu'au départ, lorsque la réforme des retraites était prévue, la première génération qu'Édouard Philippe voulait embarquer dans sa réforme, c'était ceux qui étaient nés en 1963. Vous vous en souvenez ? Puis il a fait ses annonces et il avait compris que, vu ce qu'était le mouvement social, peut-être la génération 63 était bien représentée dans les syndicats et se sont dit peut-être qu'il faut l'enjamber pour commencer la réforme des retraites en 1975. Je vous le dis tout de suite, la réforme des retraites par points qui va s'appliquer pour la génération après 75, elle sera de toute façon dotée d'un âge pivot, d'un âge d'équilibre. En l'occurrence, ce qui a été retiré, c'est la mise en œuvre d'un âge pivot dès 2027. C'est la mise en œuvre. Ça a été dit partout, Adrien Quatennens. C'est retiré provisoirement pour la génération qu'Édouard Philippe n'a pas embarqué dans sa réforme des retraites par points, mais à qui il applique quand même l'une des conséquences principales, c'est l'âge pivot à 64 ans. Et je vous demande aussi d'entendre que l'âge pivot qui est bien maintenu dans le projet de réforme à points, on a beaucoup parlé de 64 ans, mais je demande à ce que vos auditeurs entendent que, désolé de les décevoir, mais 64 ans, ça sera pas ad vitam aeternam. Quand vous regardez le rapport de Delevoye, le regretté Jean-Paul Delevoye, c'est très clair. Génération après génération, l'âge d'équilibre se décale. Par exemple, moi j'ai regardé 1990, ma génération, vous avez une colonne, 1990, votre année de naissance, l'âge d'équilibre estimé, c'est 66 ans et demi. Comprenez la logique de la réforme du système. Comment expliquez-vous, Adrien Quatennens, que la CFDT et Laurent Berger applaudissent ce recul du gouvernement ? Écoutez, moi je suis pas de la CFDT. C'est une trahison sur le mais écoutez, je ne sais pas bien de quoi il en retourne. Moi, ce que je vois en quelque sorte, si je résume à grands traits ce qui s'est produit, c'est que le gouvernement a cuisiné un gâteau indigeste, sa réforme des retraites par points, puis il a mis une petite cerise par-dessus qui s'appelle l'âge pivot pour ceux qui partent en 2027 à 64 ans. Tout le monde s'est mis à parler de l'âge pivot comme si toute la pièce montée était concernée, alors qu'en fait, c'était une toute petite partie. Mais on a focalisé l'attention sur l'âge pivot, et aujourd'hui, le gouvernement dit tiens, c'est bon, on a trouvé un compromis sur la cerise, donc vous pouvez avaler le gâteau. Non, ça n'est pas supportable. C'est bien la retraite par points en tant que telle, et je demande qu'on entende la logique, je la résume d'un trait. Emmanuel Macron a un objectif qui est austéritaire, qui est comptable. Il veut maintenir la part des richesses à 14% du PIB consacré aux retraites, ce qui est son niveau actuel, alors que jusqu'à présent, à mesure que la part des seniors dans la population française augmentait, on augmentait cette part des richesses consacrées aux retraites. Le système par points, j'y viens. Le système par points permet juste de piloter et de faire de la vie des gens la variable d'ajustement par l'âge auquel vous partirez. La seule solution qu'ils connaissent, c'est de faire travailler les gens plus longtemps, ce qui ne fonctionne pas. Vous dites, je m'arrête là-dessus, vous dites c'était dans son programme. La réforme par points, la réforme systémique. Et généralement, quand il n'y a plus d'arguments chez les partisans d'Emmanuel Macron, il y a cet argument d'autorité, c'était dans le programme. Eh bien, je ne sais pas si vous avez gardé le programme d'Emmanuel Macron dans vos archives, mais si vous l'avez, ressortez-le. Ressortez-le et prenez-le en page 13, c'est précis. En page 13, s'agissant des retraites, dans le programme d'Emmanuel Macron, c'était écrit ceci. Nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. C'est un double mensonge. Parce que le système par points va de fait décaler l'âge de départ effectif. Oui, vous aurez toujours le droit de partir à 62 ans, mais avec une pension pourrie, qui sera dégrévée par une décote. Vous dites qu'il veut faire travailler absolument les Français plus longtemps, comparativement au système actuel, le niveau des pensions va baisser. Non mais attendez, c'est important. C'est un mensonge que de dire que c'était dans le programme. Comment expliquez-vous c'est le contraire qui est écrit dans le programme. La plupart des autres pays européens aussi allongent la durée de cotisation et la durée au travail. Mais en tout cas, c'est une des explications pour lesquelles, effectivement, les autres pays européens ont des taux de pauvreté de leurs seniors supérieurs à la France. Moi, je vous le dis très clairement, la solution n'est pas de travailler toujours plus longtemps. Vous avez un actif sur deux à l'âge d'arrivée en retraite qui n'est plus en emploi. 300 000 chômeurs de plus de 60 ans. Travailler plus longtemps, c'est finalement la solution de ceux qui refusent l'essentiel. Partager les richesses produites. C'est aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. Le chômage des seniors et le chômage des jeunes qui peinent à s'insérer dans l'emploi. Quand vous avez 60 milliards de dividendes versés aux actionnaires, quand vous avez un salarié français qui travaille aujourd'hui 45 jours pour les rémunérer, vous avez bien un problème de répartition des richesses. On peut financer un modèle qui permette de partir à 60 ans avec 40 annuités à taux plein et aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière complète sans faire la révolution. Juste en augmentant les salaires et les cotisations. Mais ce partage des richesses est refusé par le gouvernement qui veut que vous travaillez au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Ça n'est pas une bonne idée. Adrien Quatennens, hier, Jean-Luc Mélenchon est allé apporter son soutien à des grévistes. C'était dans un dépôt de bus du Val-de-Marne et en particulier à 3 d'entre eux qui sont convoqués par leur
direction pour avoir proféré des insultes et des injures contre des non-grévistes. Je vous propose d'écouter tout d'abord les propos de Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas dans un salon de thé, on est dans la lutte, c'est pas un gala, quoi. Vous voulez que je vous fasse la liste des injures que les Français manient tous les jours? Ce n'est pas vrai, ils ne sont pas homophobes. Bien sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, mais que celui qui ne s'est jamais trompé leur jette la première pierre. Pardon pour les oreilles les plus chastes, mais est-ce que c'est normal de dire enculé ou suceur de bite, ça c'est fait, à des personnes qui ne sont pas en grève? Non, ça n'est pas normal, sauf que d'après ce que j'ai compris, alors vous m'excuserez, hein, moi je suis plutôt Hubert Félix Thieffen, Bachung et Lavilliers, ouais, mais d'après ce qu'on m'a dit, qu'ils ont repris une chanson qui disait ça. D'un rappeur végétarien, un rappeur qui d'ailleurs a été emmené dans le voyage présidentiel en Côte d'Ivoire. Le premier terme que j'ai cité, on va pas le redire là, n'était pas dans la chanson. Les noms d'oiseaux, on les a entendus, et même beaucoup plus que ça. C'est évident, qui est aussi cette tentation de réprimer le mouvement syndical, qui est cette tentation dès que c'est possible de folkloriser ceux qui font grève. Je le comprends tout à fait, mais je ne suis pas d'accord. Des grévistes, de faire pression sur les non-grévistes. S'il y a des propos homophobes qui ont été tenus, je les condamne. Voilà, moi je suis pas d'accord avec le fait qu'on ait des propos homophobes. En attendant, il s'agirait a priori, et c'est ce qu'ils ont dit, de paroles de chansons. Et puis surtout, Jean-Luc Mélenchon était là pour soutenir les grévistes, mis en cause pour les faits de grève, pour les faits de blocage, d'abord et avant tout. Donc s'il vous plaît, je pense qu'il n'y a pas besoin de fausses polémiques sur le sujet en l'occurrence. Et bien évidemment que personne ne peut soutenir quiconque se laisse aller à des insultes homophobes. Dans un instant, la France qui renforce sa présence militaire au Sahel avec l'annonce faite hier soir par Emmanuel Macron. Et puis on parlera également d'un groupe que vous connaissez bien puisqu'il est très présent. Il est originaire de votre région du Nord. C'est le groupe Auchan qui s'apprête sans doute à tailler dans ses effectifs aujourd'hui. Et tout est plus clair. Adrien Quatennens, Emmanuel Macron a donc annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires dans le Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Il y a déjà 4500 hommes sur place. Emmanuel Macron qui a également fustigé les discours anti-français tenus sur place dans certains de ces pays du Sahel. Je vous propose de l'écouter. J'entends beaucoup de choses sur les réseaux, dans les déclarations. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Donc, les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. D'abord, est-ce que vous appuyez la décision d'Emmanuel Macron de renforcer Barkhane ? Non, je ne le pense pas parce qu'en réalité, on voit bien que ça fait maintenant 7 ans que nous sommes engagés sur place, 4500 hommes, vous l'avez dit. Il y a eu 41 morts parmi les Français présents sur place, mais surtout, les objectifs que l'on devait poursuivre ne sont pas atteints, voire même il y a une aggravation du phénomène sur place. Donc, à minima, moi je demande qu'on interroge finalement quels sont les objectifs réels aujourd'hui et quel est le plan d'action pour les atteindre. Vous savez, la situation sur place au Sahel est extrêmement complexe. Derrière le vocable de terrorisme, en réalité, on charrie des réalités qui sont extrêmement différentes et surtout sur fond d'un État qui a complètement disparu. D'un côté, vous avez au Nord Mali des terroristes qui taxent la population, mais vous avez surtout des services publics qui ont disparu. Donc vraiment une situation... Interroger les objectifs, ça veut dire partir. Ça veut dire qu'en tout cas, nous n'avons pas signé pour rester durablement. Ça veut dire qu'on a des objectifs à atteindre et que normalement, une fois qu'on les a atteints, on s'en va. On n'a pas signé pour s'installer durablement là-bas. Interroger les objectifs, comme vous dites, repenser les forces de commandement, la coordination entre les commandements, éventuellement modifier les zones d'intervention, c'est précisément ce qu'a décidé le sommet. Avec l'intervention d'Emmanuel Macron hier, vous avez compris précisément ce qu'on allait redéployer, à part le fait qu'on ait 220 personnes de plus sur le sol. En l'occurrence, cette réunion du G5 Sahel, donc avec les 5 États en question qui demandent, eux, l'intervention de la France, et notamment poser la question, notamment envisage de réorienter l'intervention militaire, notamment sur la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc c'est précisément les questions que vous posez, c'est celles qui ont été traitées hier. Écoutez, moi ce que je vois surtout, c'est que quand il s'agissait il y a quelques années de protéger Bamako, la population nous avait accueillis en héros, et qu'aujourd'hui, après 7 ans de présence sur place, il y a de plus en plus de manifestations, y compris contre la présence des Français sur le territoire malien. Donc en réalité, ce que l'on voit, c'est que la situation s'est aggravée, et que le principal problème, à mon avis, n'est pas un problème militaire, mais un problème politique. Et que comme il y a des zones sur le territoire qui sont aujourd'hui plutôt préservées, eh bien c'est par ces zones qu'on devrait faire en sorte de réinjecter de l'État, du service public, et d'aider finalement les Maliens eux-mêmes à s'organiser. Ils sont les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux-mêmes, et nous n'avons pas vocation à nous installer là-bas durablement. Et je demande à ce qu'on entende aussi que, par exemple, l'un des effets du fait que la France ait mis sur place ce coup de pied dans la fourmilière de l'État islamique, en quelque sorte, fait que vous
vous avez des terroristes et des bandes terroristes qui ne s'entendaient pas du tout, qui se sont agglomérés. Donc moi je veux dire, je ne vais pas être celui... Mais le gouvernement malien, par exemple, demande à la France d'intervenir. Oui, moi je vais... Et puis, ils sont illégitimes à vos yeux, les gouvernements de ces États. Je ne suis pas en train de vous dire, et d'ailleurs ce serait tout à fait déraisonnable, qu'en un claquement de doigts, nous allons nous retirer. Ça serait déraisonnable, je le dis à votre micro. Pour autant, il faut un objectif à moyen long terme qui soit l'objectif d'un retrait à partir du moment où nous aurons atteint des objectifs qui permettent de faire en sorte que l'État se ressaisisse sur place et que surtout on offre des services publics et les moyens de fonctionner à la population qui, je le répète, a entre ses mains une solution politique possible et qui est la mieux placée pour faire en sorte effectivement de rétablir la situation sur place. Adrien Quatennens, après Carrefour, après Conforama, après Castorama ces derniers mois, c'est le groupe Auchan qui pourrait annoncer à nouveau à son tour aujourd'hui qu'il va tailler dans ses effectifs. Les syndicats redoutent 1 millier d'emplois supprimés. C'est un groupe qui a son siège dans une région que vous connaissez bien, c'est la vôtre, les Hauts-de-France. Que peut faire l'État pour aider un groupe privé ? Déjà, l'État peut essayer de faire en sorte d'exiger des contreparties lorsqu'il verse de l'argent public pour ces entreprises. Parce que je vous demande de quand même noter que Auchan, parmi beaucoup d'entreprises qui en ont bénéficié, a bénéficié de 500 millions du fameux crédit d'impôt compétitivité emploi et aujourd'hui s'apprête potentiellement à se séparer de 1000 collaborateurs sur 21 magasins, ce qui va être un désastre social. Auchan qui a perdu plus d'1 milliard d'euros en 2018. Oui, et d'une famille qui a un patrimoine de 38 milliards d'euros, la famille Mullier, que tout le monde connaît, bref. On peut aussi interroger à l'échelle de l'entreprise la question de la répartition de la richesse produite. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la politique du gouvernement en matière d'emploi a deux jambes. D'un côté, une précarisation accrue du travail avec un travail qui est extrêmement précaire, je pense notamment aux ordonnances travail, et de l'autre, le fait d'injecter comme ça, sans contrepartie, des aides fiscales à les entreprises avec le résultat qu'on voit. C'est que par exemple, là vous citez le cas d'Auchan, 500 millions d'euros de CICE, on voit le résultat. Vous savez, compte tenu de ce que coûte le crédit d'impôt compétitivité emploi qui a été pérennisé par Emmanuel Macron en baisse de charges, comme ils disent, compte tenu de ce que permet de maintenir ou de créer le CICE, ça fait très cher l'emploi créé ou maintenu par le CICE. Vous pensez pas que c'est en moyenne 160 000 à 200 000 euros par emploi créé ou maintenu, compte tenu des 20 à 40 milliards par an que coûte le CICE. Donc moi je le dis, la bonne politique en matière de création d'activité et de maintien de l'emploi, c'est pas d'arroser ceux qui sont les plus gros détenteurs de capital, c'est d'avoir une trajectoire pour le pays. Le travail est extrêmement précaire aujourd'hui, 87% des contrats qui sont signés sont courts, on a un problème d'activité pérenne dans ce pays. Et on a un problème de chômage de masse qui persiste. Comment on fait donc ? On essaye d'avoir une trajectoire qui dépasse le simple cadre de la compétition et de la concurrence et de la réduction des coûts. Vous aurez peut-être noté qu'on a un défi considérable qui s'impose à toute l'humanité qui s'appelle le changement climatique et qu'il y a des tas de choses intelligentes à faire et qu'on pourrait réarmer l'économie de ce pays en poursuivant une trajectoire qui ferait que la France serait en tête finalement d'un nouveau modèle, d'une bifurcation. Il y a la planification de notre transition énergétique, la transition agricole, l'économie de la mer. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui n'attendent que d'être créés, des formations nouvelles, des écoles. Il y a des choses passionnantes à faire. Or, on voit cette espèce de chape de plomb qui s'est emparée de l'économie française où la seule trajectoire, c'est la compétition, la réduction des coûts avec le résultat social que l'on voit. Un tout petit mot très rapidement. Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault-Nissan, est prêt à attaquer Renault au prud'homme pour pouvoir toucher sa retraite. Vous le soutiendrez en tant qu'ancien salarié en train d'attaquer son employeur ou pas ? Mais moi, je vois surtout une chose, c'est que Carlos Ghosn, il y a d'abord plusieurs affaires aussi en France sur lesquelles la justice effectivement devrait pouvoir statuer. Évidemment, il a eu raison de fuir la justice japonaise. Écoutez, en tout cas, ce qu'on a pu voir du traitement qu'il avait subi au Japon méritait d'être interrogé. Mais une fois que je dis ça, je vais pas me faire non plus l'avocat de Carlos Ghosn, qui fait partie de ces grands patrons qui, de mon point de vue, sont au-dessus de nos moyens. Et je pense qu'on peut avoir plus talentueux et moins cher que lui, parce que 15 millions d'euros par an de rémunération en moyenne, avec le fait qu'il soit le champion de la réduction des coûts au point que quand il arrive à Nissan, c'est 21 000 emplois supprimés. J'interroge aussi le succès de ces gens-là, notamment de Carlos Ghosn. Une chose est sûre en tout cas, c'est que les conditions de son évasion, vous en conviendrez, ne sont pas atteignables pour tous les détenus. Moi j'interroge par exemple les conditions logistiques. Il y a quand même un petit peu d'argent qui a dû circuler pour que cette évasion ait pu avoir lieu. Donc voilà. Par contre, je note quand même une chose que vous faites très rapidement. Parfois le comparatif, c'est vrai que quand Jean-Luc Mélenchon, par exemple, mettait en cause l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, c'était folklorique. Et puis quand Carlos Ghosn, lui, met en cause l'instrumentalisation de la justice à des fins économiques... Enfin, l'un c'était en France et l'autre au Japon. Adrien Quatennens, ça mérite... Merci Adrien Quatennens, merci beaucoup. On en reparlera une autre fois si vous voulez bien. Merci, bonne année à vous.